Je prends par exemple le premier aspect, que je considère comme une menace, mais une menace inacceptable, parce qu'il y a dans ce pays des lois et règlements de la République. Il dit ceci: nous ne tolérerons pas qu'un individu ou un groupe d'individus, nous ne permettrons pas à un individu ou à un groupe d'individus de remettre en cause la paix chèrement acquise. Qui remet la paix en cause dans ce pays? Posons-nous la question, qui remet en cause la paix dans ce pays? Nous pouvons essayer de faire l'inventaire de ce qui se passe dans ce pays. La guerre du Poule, on peut voir, on peut analyser. Ce qui s'est passé le 5 juin 97, on peut analyser. Les autres phénomènes, on peut aussi analyser. Qui constitue une menace de la paix dans ce pays, étant donné que les citoyens congolais, qui ne sont pas armés, se sont remis à la force publique pour assurer leur protection. Donc, c'est une question fondamentale. Et je crois qu'il faut qu'on ait un débat politique sur tous ces aspects pour que la clarification puisse être faite. Maintenant, il a évoqué un autre aspect. Un match se joue au stade et pas dans la rue. Mais en politique, lorsqu'il y a des manifestations, mais elles se passent sur des lieux publics, elles se passent dans la rue. S'il y a des manifestations qui sont autorisées, qui doivent se faire conformément aux lois et règlements de la République, mais c'est dans les espaces publics, c'est dans la rue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons faire maintenant nos manifestations dans nos maisons. Je crois qu'il y a une clarification qu'il faut avoir et une bonne interprétation des lois. Je ne sais pas si la force publique a donné des nouvelles interprétations aux lois et règlements que nous connaissons. Mais je crois que là, il y a véritablement préoccupation. Et il faut que les acteurs politiques essaient de relever ça. Maintenant, le troisième aspect. Nous ne ferons qu'appliquer la force de la loi. Ça sera sans état d'âme. Alors, je pose la question à la force publique. Au Congo, la force publique n'attend que les élections pour appliquer la force de loi. De façon quotidienne, tout ce qui se passe en termes de vol, de détournement, où on en est avec la force de la loi. Où est-ce qu'on en est? Alors, il faut expliquer toutes ces choses aux Congolais, parce qu'on finit par ne rien comprendre. Et quand on dit qu'on va appliquer sans état d'âme, je tiens à rappeler à la force publique quelque chose qui nous fait mal. Et je vais essayer de prendre deux exemples. Le premier exemple que je vais prendre, c'est l'enlèvement d'Augustin Kalakala. Il n'était pas dans une manifestation dans la rue. On l'a enlevé une nuit chez lui. Nous voici le samedi 17 janvier 2026. Je commencerai par vous dire bonjour à tous les téléspectateurs. Je vais aussi vous renouveler mes vœux de bonheur, de réussite, de prospérité et surtout d'excellente santé pour la nouvelle année 2026. Donc, nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission avec le fait que nous sommes, en ce qui concerne le Congo, nous sommes pratiquement à 2 mois et 5 jours de la date constitutionnelle de la tenue de l'élection présidentielle. Donc, je commence à sentir qu'il y a la tension qui commence à monter, il y a un certain nombre de choses qui se produisent, mais enfin, nous allons suivre et nous allons voir. Maintenant, pour ce qui est de notre émission d'aujourd'hui, je vais reprendre un peu avec la coutume, à savoir que je vais commencer par donner quelques petites informations. Et je crois qu'après, on passera à la thématique essentielle qui est liée un peu à la situation que nous vivons au niveau du Congo. Mais je vous signale, peut-être qu'on va en parler en pleine émission, vous avez dû suivre ce qui s'est passé dans les départements du Poul, notamment avec, malheureusement, avec des morts, avec des blessés, avec un bilan qui est toujours extrêmement lourd. Nous tenons à présenter nos condoléances les plus attristées aux familles des défunts. Nous espérons que Dieu va les accueillir auprès de lui
et qu'il repose en paix. Mais nous regrettons et nous déplorons sérieusement ce qui est arrivé. Et nous ne sommes même pas encore arrivés à la période de campagne. Je tiens à vous rappeler que à Amphilo, ici à Brazzaville, on a déjà enregistré le décès d'un jeune qui s'appelait Tiang, etc. Et il n'est pas bon que nous allions dans cette vision, dans ces problèmes de violence, etc. Il faut vraiment que nous nous battons pour que nous soyons dans la paix et dans la quiétude. Je crois que chacun de nous devra y apporter sa contribution. Alors, c'est vidéo. Là, on a traité Minduli. Maintenant, en termes d'information, je vais vous en donner quelques-unes. La première, c'est qui me préoccupe, je dirais qui me préoccupe, c'est la situation de l'université de Brazzaville. Vous savez que l'université de Brazzaville est rentrée en grève le 17 novembre. Aujourd'hui, ça fait 2 mois. Et je crois que ça a un effet négatif, un impact extrêmement négatif sur les jeunes, sur leur formation, sur leur avenir. N'oubliez pas qu'il est dit que lorsqu'on veut détruire un pays, il faut détruire son système éducatif, son éducation, et ce serait dommage. Et je vois les vidéos à travers lesquelles les étudiants sont très, très préoccupés par cette situation, et nous osons espérer, nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il trouve rapidement des solutions afin que les cours puissent reprendre à l'université Marien Ngouabi. Je crois que c'est faisable puisque l'université Denis Sassou Nguesso ne vit pas la même situation. Je ne comprends pas pourquoi toujours à Marien Ngouabi il y a cette situation et il faut qu'elle soit résolue. Donc nous invitons les principaux acteurs qui sont concernés par cette situation vraiment à prendre des dispositions et aux gouvernants à prendre des dispositions parce que nous avons cru comprendre que ce sont les gouvernants qui n'arrivent pas à respecter les engagements qu'ils ont pris. Il est bon qu'ils les respectent. Il est bon que les aspects comme ceux qui ont été retenus, notamment le paiement des salaires des enseignants et du personnel de l'université Marien Ngouabi, concomitamment avec les salaires des fonctionnaires et les autres aspects, il faut que ce soit résolu. Il y a le problème des vacataires, le problème de paiement des heures de vacation. Je crois qu'il faut qu'on prenne ça très, très au sérieux. Donc, je crois que c'est un des aspects sur lesquels nous reviendrons assez souvent. Mais nous savons que la situation sociale est difficile, elle est très tendue dans pas mal de structures. Il faut, à notre avis, que des efforts soient faits pour que cette situation soit réglée. Maintenant, toujours dans le même cadre, je vais essayer de revenir sur la situation des retraités, surtout que j'en suis un. Nous avons souhaité, lorsque les retraités ont lancé en novembre la démarche pour que nous allions
à un sitting devant la primature et devant les sièges des préfectures dans tous les départements. Nous avons eu à suivre la rencontre avec le président du Sénat, mais nous tenons à repréciser que pour ce qui concerne les retraités, au moins là, nous avons la maîtrise un peu de la situation. Les problèmes, ils sont connus. Les retraités ont pratiquement 50 mois d'arriérés de pension aujourd'hui, dont 3 mois pour l'année 2025 et 2 mois pour l'année 2024. Et ils souhaitaient, lorsque cette démarche a été entreprise, qu'on paye les 5 mois d'arriérés pour les années 2024 et 2025. Vous savez également qu'ils ont le problème de l'harmonisation du point d'indice, de la valeur du point d'indice pour tout le monde à 300 au lieu de 160. Il y en a qui aujourd'hui touchent pratiquement la moitié de leur pension. Et il y a, ça c'était certainement dans les urgences, les priorités. Et au niveau des négociations, d'après ce que j'avais compris, il y a le problème donc des arriérés, il y a des problèmes des arrérages, il y a les problèmes des différentiels. Et dans la conception que nous avons eue, nous avons pensé qu'un engagement ferme devait être pris pour que, au cours de l'année 2026, que les pensions soient payées de façon concomitante avec les salaires à la valeur du point d'indice 300 et que on rentre en négociation pour ce qui concerne les arriérés et autres. Mais nous attendions le budget de l'année 2026 puisque c'était la promesse faite par le président du Sénat qui avait exhorté les syndicalistes à faire que les retraités n'aillent pas à ce qu'ils considèrent comme la confrontation. Mais ce n'est pas la confrontation, c'est des droits que nous pouvons exercer pour revendiquer ce qui nous revient et qu'il semblait que les revendications devaient être prises en ligne de compte dans le cadre du budget 2026. Bon, nous avons eu le projet de loi de loi de finances 2026, nous avons jeté un regard et nous avons découvert que là-dedans, il y avait une ligne cotisation sociale au profit de la crève de 66,4 milliards. Nous nous en sommes inquiétés parce qu'il semble que pour payer la pension d'un mois, il faut 13 milliards. S'il n'y a que 66 milliards, ça veut dire que c'est 5 mois de pension et pratiquement 7 mois. Et ça serait vraiment une année de souffrance que les retraités allaient supporter difficilement. Mais après ce dialogue qu'il y a eu, les retraités ont eu de la compréhension. Et après le vote de la loi des finances 2026, nous avons découvert à travers les réseaux sociaux une publication anonyme qui fait apparaître que au-delà de la ligne de 66,4 milliards, il y a dit-on une ligne au niveau des comptes spéciaux du Trésor où il y a une rubrique, sinon une ligne caisse qui semble-t-il s'élèverait à un peu plus de 70 milliards et il semble qu'il y a une autre ligne d'aide sociale. Non, ce que les retraités veulent, c'est la clarification. Un engagement ferme pris pour dire déjà que nous sommes désolés de constater à travers cette publication anonyme qu'il n'y a pas d'espoir pour qu'il y ait l'harmonisation de la valeur du point d'indice à 300, ce qui est véritablement difficile. Mais même si on devait payer la valeur du point d'indice 160, il faut que ça soit fait tous les mois. Mais les retraités, je crois qu'il faut notamment les syndicats, il faut qu'ils se donnent une occasion de convoquer une assemblée générale pour que les retraités se retrouvent, qu'on puisse examiner la situation. On a semblé à travers cette publication anonyme expliquer qu'en fait, il n'y aurait pas de problème et que c'est à travers les 70 milliards au niveau des comptes spéciaux du Trésor et de cette ligne d'aide sociale que ça sera résolu. Mais nous souhaitons que ce soit clair, ferme, transparent, que ce soit transparent. Et j'invite les retraités à suivre la situation pour que nous essayons d'avancer. Mon cher Didier, vous avez bien fait votre introduction. Nous voudrons vraiment éclairer les lanternes de nos pays en Afrique. Ma première question est de savoir, c'est quoi un syndicat? Un syndicat, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui ont décidé de s'engager pour défendre les droits des travailleurs. À la CFDT, le syndicat est la structure politique de base de toute l'organisation confédérale. C'est-à-dire que c'est le syndicat qui vote à tous les niveaux. Donc c'est l'importance de son rôle. Pour ça, il faut s'intéresser à la société dans laquelle on vit.
On fait de la politique. Alors, pas de la politique politicienne, mais comme on agit sur la société et dans la société, on fait de la politique. C'est ça la définition de la politique. C'est agir au sein de la société. Mais un syndicalisme agit par le biais professionnel. Donc, il faut qu'il soit au courant et qu'il prenne compte de l'envie et de l'amélioration des citoyens, travailleurs de ce pays, du pays où il se trouve. Voilà. Donc, c'est une organisation qui défend le droit des salariés au travers des pays. C'est très bien dit. Le syndicat défend les droits des travailleurs. Chaque travailleur a l'intérêt de se syndiquer. Dans le pays où nous sommes, donc en France, nous sommes la CFDT, le premier syndicat de la France. Derrière, il y a FO qui vient, il y a Sud et la CGT. Mais la CFDT, c'est le premier syndicat actuellement en France. Donc nous sommes présents dans tous les organismes étatiques, privés. Donc aujourd'hui, nous voulons vous présenter ce que c'est qu'un syndicat. Didier vous a donné la définition, il a donné son rôle. Alors, puisqu'on parle de syndicat, on entend souvent parler de BIT, de l'OIT. C'est un peu flou dans ma tête. Qu'est-ce que c'est qu'un BIT? Qu'est-ce que c'est qu'un OIT? Leur rôle et leur définition, s'il vous plaît. Oui, mon très cher Nestor. Alors, il y a le syndicalisme est structuré un peu comme l'ONU. Tu viens de parler de l'OIT et du BIT, et je parlerai aussi de la CSI. Je commencerai même par la CSI, parce que c'est la Confédération syndicale internationale. C'est là où est rassemblés tous les syndicats du monde libre, à travers le monde. Le siège de la CSI se trouve à Bruxelles. Mais c'est comme l'ONU, après ils sont organisés en régions. Pour ce qui vous concerne, vous, en Afrique, c'est la CSI Afrique, dont le siège est à Lomé, au Togo, où il y a un centre de formation et qui est en charge de rassembler tous les affiliés au sein de cette CSI Afrique du monde des syndicats libres. Déjà, il faut que les syndicats soient présents. Il faut qu'ils soient présents et qu'ils soient visibles dans le dialogue social. Nous savons très bien que quand on parle du dialogue social au niveau de l'OIT, c'est le tripartisme, qui est une belle invention qui permet vraiment de faire asseoir les acteurs principaux du monde du travail pour échanger. Et dans cette assise, dans cette discussion, les syndicats ont besoin d'y venir avec de la qualité, d'y venir avec de la pertinence, d'y venir avec la capacité à faire des propositions alternatives pertinentes sur justement les thématiques actuelles du monde du travail, qui sont des thématiques importantes, qui doivent, disons, alimenter les priorités du monde du syndicat. Il est important de savoir ce que l'on veut, et il est encore plus important de savoir comment on veut obtenir ce que l'on veut. Et dans le dialogue social, disons que la priorité est donnée à la discussion, à la consultation, à la concertation. Et dans ces conditions, ce sont les arguments qui doivent primer. Donc les syndicats ont besoin de venir avec une capacité à argumenter pour convaincre les interlocuteurs que sont l'employeur et le gouvernement. Je pense qu'avec cette batterie d'attitudes et de comportements qui permettent de créer le climat de confiance nécessaire à la discussion, à la bonne discussion, les syndicats peuvent espérer et faire émerger leurs préoccupations. C'est que pour moi, il y a quelque chose d'important aujourd'hui que les syndicats doivent savoir. C'est, disons, avoir cette lucidité de reconnaître quelles sont leurs faiblesses. Et aujourd'hui, c'est un fait que les syndicats sont faibles, de plus en plus faibles, à travers le monde entier. Faibles parce qu'il y a des faiblesses internes, il y a des lacunes internes, mais faibles également parce qu'en face, on a des partenaires entre griffes qui s'organisent, qui ne dorment pas, qui se renforcent et qui cherchent tout le temps, disons, à affaiblir le mouvement syndical.
Donc les syndicats ont besoin d'avoir cette lucidité, cette objectivité. Et quand ils ont fini de faire ça, c'est de se regarder, de scruter les pratiques qui sont les leurs aujourd'hui et de se demander qu'est-ce qu'on fait pour se renforcer. Et ce qu'ils doivent faire pour se renforcer, c'est évident. C'est quand vous ouvrez les yeux sur vos faiblesses, vous comprendrez que nous avons une faiblesse, disons, à rassembler, à mobiliser les travailleurs aujourd'hui. Les faiblesses liées à l'autofinancement de l'action syndicale, les faiblesses liées à la fragmentation du mouvement syndical, notamment dans l'espace francophone. Je dis, mais ça touche aussi aujourd'hui l'espace anglophone. Donc c'est un processus, c'est un phénomène, je veux dire, qui s'étend. Donc il y a cette faiblesse-là également. Et il y a les faiblesses qui sont des faiblesses dues aux pratiques internes des syndicats, notamment le défaut de démocratie interne, le refus de l'alternance, la faible implication de la grande majorité des travailleurs qui sont dans l'informel. Bref, autant d'éléments qui alimentent les faiblesses du syndicat et qui doivent nous conduire à rechercher les voies et moyens pour nous renforcer. Parce que assez souvent, ce qui nous arrive, ce ne sont pas les gouvernants ou les employeurs qui créent nos faiblesses, mais ils viennent nous révéler nos faiblesses, qui sont des faiblesses internes. Et à partir du moment où vous avez la capacité de vous corriger sans avoir besoin de l'autre, il ne faut pas hésiter donc à faire les réformes qu'il faut et disons à s'ouvrir davantage au monde, à la modernité aujourd'hui et à faire en sorte que nous ayons des organisations syndicales qui fonctionnent avec, disons, de la qualité, de l'attractivité pour les travailleurs et qui peut donc nous faire revenir dans le débat, dans le dialogue social avec, disons, un équilibrage des forces en présence. Parce que tout est une question de rapport de force. Et les syndicats ont aujourd'hui le devoir d'avoir un rapport de force qui ne penche plus en faveur du gouvernement ou des employeurs, mais qui penche en faveur des travailleurs, qui peut s'équilibrer ou pencher en faveur des travailleurs. Parce que sans ça, on va passer notre temps à pleurnicher, alors que nous savons très bien que même quand on se donne entre employeurs et travailleurs et gouvernement, quand on se donne le vocable de partenaires, nous savons très bien que ce sont des partenaires qui ont assez souvent des intérêts antagonistes et qui ont besoin d'avoir, disons, d'avoir de la présence chez l'autre pour pouvoir l'écouter. C'est qu'il faut que cette machine démarre avec le respect du tripartisme dans son entièreté. Il ne faut pas qu'on mette, disons, 3 éléments ensemble qui ne vont pas à la même vitesse dans la préparation de ce rendez-vous. Je veux dire par là que, en tant que travailleurs, nous avons besoin de ne pas, disons, conserver l'attitude que nous avons eue la plupart du temps face à des programmes comme les ODD, avant ça les OMD, où nous nous laissons distancer en tant qu'acteurs du dialogue social par les autres composantes qui préparent seuls, qui contribuent seuls et qui finalement viennent nous servir à la table et nous prenons ce que nous pouvons prendre. Et aujourd'hui, dans le cadre de la préparation de ce grand sommet, et qui est un rendez-vous majeur de mon point de vue parce que ça va permettre de toucher vraiment les urgences du moment, il faut que l'OIT fasse un peu ce que nous sommes venus faire ici, c'est-à-dire de la veille citoyenne, de la création de la conscience sur notre situation et une large concertation, une large demande de contribution de tous les acteurs. Donc décentraliser un peu cette concertation, ne pas le faire uniquement au niveau global, mais le faire également au niveau régional, le faire également par moment par les pays. Et de ce point de vue, créer ce partenariat avec les différentes instances qui peuvent aider. Je pense à la CSI, je pense à la CSI Afrique, à la CSI des régions, je pense à d'autres organisations au niveau régional qui peuvent, disons, aider et accompagner l'OIT dans la préparation de ce grand forum-là. C'est ça qui permettra de faire ressortir les préoccupations de toutes les composantes et d'avoir donc un sommet qui est le plus inclusif possible et qui a besoin d'avoir l'adhésion spontanée des uns et des autres dans sa mise en œuvre. Et je pense que dans ce combat, si on obtient cette adhésion et cette contribution large,
disons que ça va être le pas le plus important pour que dans les différentes régions dans les pays, les syndicats, les employeurs se sentent concernés et fassent la pression qu'il faut pour que la gouvernance accompagne justement, disons, la volonté exprimée, qui sera exprimée dans ce document. Donc voilà la deuxième information. La troisième information est relative un peu à la préparation, sinon à ce qui se passe pour l'élection présidentielle, parce que nous avons été préoccupés de suivre à travers les médias que l'acteur politique Anatole Libongo Koka a été pratiquement expulsé de la Likwala, et comme si on le sortait pour le transporter dans la Sada, alors que c'est son département d'origine. Mais au-delà de ça, du fait que c'est son département d'origine, il y a un certain nombre de dispositions constitutionnelles, notamment la liberté de circulation sur l'espace du territoire national. Il y a la liberté d'expression à travers l'article 25 de la Constitution. Il y a la liberté de réunion, d'association, de manifestation. Alors, on parle des respects des lois et règlements de la République et ce n'est pas normal. Et nous pensons que ce n'est pas normal. C'est pour ça que nous condamnons avec fermeté tout ce qui s'est passé. Nous souhaitons que les responsabilités soient établies et que les sanctions soient prises. On ne peut pas être dans une situation où il y a comme des lois à deux vitesses. Il y en a qu'on applique aux uns, il y en a même dont on ne comprend pas l'application. Mais il est souhaitable que ça s'arrête, surtout qu'il s'agissant d'Anatole Libongo, d'un candidat déjà annoncé pour l'élection présidentielle 2026. Et quand on voit tout ce qui se passe en ce qui concerne le PCT, le congrès qu'ils ont fait, et on voit à Brazzaville le timonier qui se déplace à Mfilou, où il y a même eu un décès à Talangaï, etc. Il n'est pas normal qu'on puisse faire deux poids, deux mesures. Il faut que cette situation-là soit rattrapée. Maintenant, la dernière information que je vais donner avant de passer à la thématique générale, c'est que j'ai introduit un recours à la Cour constitutionnelle sur une situation que je trouve préoccupante au niveau de la Constitution. Je l'ai fait parce que j'estime que c'est un droit. Je l'ai fait parce que j'estime qu'il y a des préoccupations qui doivent être prises en ligne de compte. Je l'ai fait parce que il faut que nous sortons du silence et que nous allions vers le règlement de la situation, d'autant que nous voulons qu'on aille vers des élections apaisées. Donc, j'ai fait recours. Il m'est parvenu des messages, où semble-t-il, je subirai des menaces de mort, sinon d'arrestation. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai agi dans le cadre de mes droits. S'il faut arrêter les gens, mais arrêter ceux qui ont volé, ceux qui ont détourné, je n'ai rien fait que de défendre mes droits, ce que je pense. Et ce n'est pas moi. Je n'assume pas la responsabilité des violations répétées dans l'impunité totale des lois et règlements de la République et particulièrement de la Constitution. Je comprends que l'objet pour lequel j'ai fait ce recours touche évidemment à la personnalité du président de la République, mais je dois vous dire que les juristes nous disent souvent que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et quand je me réfère à la Constitution, je peux me référer à l'article 15 de la Constitution qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être défavorisé, désavantagé par rapport à sa condition ethnique, familiale, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses et philosophiques et autres. Donc, je crois que nous nous efforçons à rester dans le cadre du droit. Et il serait dommage parce que lorsqu'on a parlé du bilan qui est excellent ou qui a été réalisé à 100%, on a parlé de la transparence, on a parlé du devoir de redevabilité, on a parlé de cet aspect important de rendre compte, mais c'est à travers le fonctionnement des institutions, à travers les démarches. Et moi, je n'ai pas complété, j'ai saisi la Cour constitutionnelle et j'en ai fait un communiqué qui est lu, que tout le monde a dû lire pour comprendre l'esprit. Mais je rappelle aux téléspectateurs que ce n'est pas la première fois que j'ai introduit un recours. En 2020, j'ai introduit un recours à la Cour
constitutionnel sur l'inconstitutionnalité de l'élection qui avait permis la reconduction du président de la République comme président du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, en violation de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution. Et en 2022, j'ai introduit un recours sur l'obligation de déclaration de patrimoine. À chaque fois, j'ai eu des réponses. Il n'y a pas de raison que cette fois-ci, que ça pose un problème tout à fait particulier. Dans tous les cas, pourquoi on veut créer dans le pays un climat de terreur, un climat d'intimidation pour réduire les gens au silence? Mais regardez la situation dans laquelle nous sommes arrivés, c'est justement parce qu'on empêche aux gens de s'exprimer, parce que les gens choisissent le silence. Il faut que nous sortons de la peur. C'est comme ça que nous contribuerons à sortir ce pays de la grave crise multidimensionnelle qu'il traverse maintenant. Donc, je vous dis, j'ai introduit le recours. Je ne fais pas d'autres commentaires. Le recours à la Cour constitutionnelle, c'est une grande institution et je pense qu'elle aura le temps, le loisir d'examiner ce recours et de donner la réponse qu'elle considère adaptée à la situation. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Donc voilà un peu les informations que je voulais donner. Maintenant, tenant compte de la situation qui prévaut dans le pays, surtout, après la déclaration faite au nom, je suppose, de la force publique par le directeur général de la sécurité présidentielle, nous avons pensé, parce que nous avons interprété en tant qu'acteurs politiques cette déclaration comme une démarche de menace, d'intimidation, une démarche qui porterait atteinte aux droits et libertés des citoyens. Et nous pensons en jouir. Et je crois également nous aurons l'occasion de faire des commentaires là-dessus. Mais enfin, ce que j'ai retenu d'entrée de jeu à travers cela, c'est que la thématique que nous avons retenue, c'est la force de loi. Parlons-en. Parlons-en de la force de loi. Et je crois que nous avons choisi. Maintenant, dans le mot introductif qui a été utilisé par le directeur général de la sécurité présidentielle, il a rappelé que le président de la République, à plusieurs reprises, a exhorté les Congolais à ce qu'on aille à des élections qui s'organisent, qui se déroulent dans la paix, dans la quiétude et dans la sérénité, ainsi que dans la transparence. C'est le souhait de tout le monde. Et nous avons pensé justement que dans le cadre de notre émission, il faut que nous nous posions des questions. La première question que nous devons poser, est-ce que le Congo est prêt aujourd'hui à organiser une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée? C'est à cette question qu'il faut répondre, mais de façon claire. Mais comme ça a été soulevé par la force publique et qui est apolitique, et nous allons y revenir, ça veut dire qu'il y a un débat qui est lancé. Et il semble que ce débat intéresse aussi la force publique. Mais la force publique qui est apolitique, nous allons essayer d'apporter nos éléments et notre contribution. S'agissant de la question de savoir si l'élection peut être apaisée, crédible, nous disons non. La première raison que nous évoquons pour ça, c'est que nous évoquons l'indice de démocratie. Je suis un statisticien, à chaque fois je me réfère à ça. L'indice de démocratie du Congo pour l'année 2024, celui de 2025 n'est pas encore sorti, était de 2,79 sur 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo est classé parmi les pays à régime
autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Et la question qu'on peut, il ne faut pas s'en offusquer, la question qu'on peut se poser immédiatement, est-ce que dans une dictature, on peut organiser une élection libre, équitable et transparente? La réponse que je donne est non. Parce que dans une dictature, on organise souvent les élections selon le principe qu'on ne perd pas des élections qu'on organise. Et l'un des aspects de la dictature, c'est la volonté manifeste de conserver coûte que coûte le pouvoir. Et à notre avis, ce n'est pas une très bonne chose. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe, nous avons suivi ce qui s'est passé au Gabon avec le coup d'État qui a été organisé par le président Oligui Nguema. Ça s'est passé en 2016 et en 2023 au Gabon. Mais en 2023, quand ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit? C'est le jour de la proclamation de l'élection où on donnait le président sortant Ben Ali. On donnait le président Ben Ali vainqueur avec plus de 64% des voix et son challenger, le professeur Ondo Ussa, avec près de un peu plus de 30% des voix, mais qu'il y a eu le coup d'État et qu'on a dénoncé le caractère frauduleux de l'organisation de cette élection. On a même annoncé qu'en principe, c'est le professeur Ondo Ussa qui avait gagné l'élection, mais figurez-vous qu'au niveau de la proclamation, celui qui avait gagné l'élection était censé avoir 30%, un peu plus de 30% des voix, et celui qui était censé avoir perdu, bien qu'il était présent en exercice, était crédité de 64%. Nous avons un autre exemple qui vient de se dérouler. C'est en Guinée-Bissau, où celui qui était considéré comme le potentiel vainqueur, l'opposant, mais a même été obligé de se cacher. Et on a vu ce qui s'est passé avec ce coup d'État qui a été annoncé par le président Mbalo lui-même, etc. Ce n'est pas du tout sérieux. Et je crois qu'il faut revenir à ces situations. Maintenant, quand on rapporte ce problème dans notre propre pays, la question qui se pose, est-ce que les élections de 2026 vont se dérouler dans la transparence? Est-ce qu'elles seront crédibles? Est-ce qu'elles seront apaisées? Là aussi, il y a un certain nombre de choses qui se posent. La réponse que je dis est non. Pourquoi? Mais parce que les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, équitable et transparente ne sont pas remplies. Le premier élément que j'évoque et sur lequel je reviendrai, et tout le monde le sait maintenant, le président de la République est président du Parti congolais du travail. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, crédible, transparente et apaisée. C'est mon point de vue. Il y en a peut-être d'autres qui peuvent me dire un certain nombre de choses. Maintenant, quand on regarde au-delà de ça, les conditions, mais écoutez, dans ce pays, on fait des concertations politiques depuis 2009 à Brazzaville et jusqu'à en 2022 à Ouando. Mais tout le monde sait que ces concertations politiques n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Tout le monde sait que les recommandations qui y ont été prises n'ont jamais été mises en exécution. Et parmi les recommandations qui n'ont pas été mises en exécution, mais il y en a qui sont très importantes, comme la mise en place d'une commission nationale électorale véritablement indépendante aux standards internationaux, en précisant qu'une commission nationale électorale est véritablement indépendante lorsqu'elle a la maîtrise de tout le processus électoral depuis les opérations préélectorales jusqu'à la proclamation des résultats. Ce n'est pas le cas au Congo. Nous rappelons aussi qu'on a parlé depuis d'origine en 2013 de l'établissement des cartes biométriques avec photo pour aller vers la maîtrise du corps électoral, vers l'élaboration des listes électorales fiables. Mais on n'y est pas. Et on a été surpris. Au lieu qu'on aille, malgré les promesses faites en 2022 à Ouando, au lieu qu'on aille vers l'établissement des cartes biométriques avec photo, on a vu le ministre de l'Intérieur qui avait d'ailleurs d'abord promis qu'il y aurait une concertation qui se pencherait entre autres sur ces problèmes et la refonte de la loi électorale, annoncer qu'il a fait des échanges avec les chefs de groupes politiques et ils sont arrivés. Non,
Ce n'est pas du tout sérieux. Et finalement, ils ont procédé à la révision des listes électorales. Mais la révision des listes électorales, d'après les conclusions même de ces concertations, ne permet pas d'aller vers la bonne tenue du fichier électoral. Alors, que voulons-nous? On a eu 5 ans pour préparer l'élection, on ne le prépare pas, puis au dernier moment, on sent comme une précipitation et on veut aller vers un certain nombre de choses. Et je crois que le ministre de l'Intérieur a fait un très, très mauvais choix. Donc, nous avons tous ces problèmes. Et ensuite, s'agissant des conditions permissives, vous avez des recommandations comme celle qui a été faite à Ouando, s'agissant de la révision en baisse des taux de cautionnement. Et pour l'élection présidentielle, ils sont à 25 millions. Vous savez que le pays est en crise, même s'il y a une minorité de Congolais qui se sont enrichis sur la base de l'argent du Trésor, mais le Congo est en crème et est en crise. Et la plupart des Congolais, les voix se sont élevées pour proposer que ce taux soit ramené à 5 millions. Et jusque-là, aucune disposition n'a été prise, etc. Donc, au-delà de tous ces problèmes, nous disons que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée ne sont pas réunies. Et à chaque fois, on a fait un appel. On a même fait un appel à la tenue d'une réunion du Conseil national de dialogue, mais ça n'a jamais eu lieu. On a passé le temps à faire des demandes au président de la République alors que c'est constitutionnel et que ça a été institué par les articles 227 et 228 de la Constitution. Ce n'est pas du tout sérieux. Donc, pour aborder ce point, nous disons qu'on ne peut pas, à l'instant même, parler du déroulement dans la paix, dans la sérénité et dans la quiétude de l'élection présidentielle en 2026. Et la responsabilité, il faut le noter, en revient aux gouvernants. Ce sont les gouvernants qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour que ces conditions soient remplies. Et c'est véritablement dommage. Parce que tous les Congolais tiennent à ce qu'il y ait une élection. Et pour les militants et ceux qui sont avec nous au Rassemblement des Forces du Changement, nous voulons être dans une démarche démocratique, apaisée, pacifique, qui permette que les Congolais choisissent la voie du changement. On va peut-être revenir là-dessus, mais je voulais poursuivre justement sur la capacité des régimes autoritaires à finalement parce qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi ça marche autant? Pourquoi les théories dont on a parlé sont déjouées, quoi? Ça veut dire que quelque part les régimes autoritaires, au-delà de la répression, réussissent à se légitimer auprès de la population, à donner des biens publics ou des services ou des satisfactions à la population. Et donc s'il y avait un message à retenir du livre, ce serait peut-être aussi ça, en fait, que l'autoritarisme est beaucoup plus sophistiqué que ce qu'on croit. Vous prenez l'exemple de la justice, le fait que très souvent il y a des poches de justice indépendantes qui peuvent fonctionner pas si mal que ça, tout relève pas de l'arbitraire. Vous l'avez évoqué, vous avez évoqué les facteurs économiques, vous parlez beaucoup des contrats sociaux que les dirigeants passent avec les populations. Donc au fond, on a cette impression qu'il y a différents canaux ou différentes voies de légitimation, mais positive entre guillemets, j'allais dire. Bien sûr, vous avez les régimes autoritaires ont besoin, de la même manière que les démocraties, de légitimation et ils ont pour objectif de survivre et de se consolider. Et ça d'ailleurs c'est la logique de l'État, c'est la raison d'État. L'État cherche sa survie, c'est Michel Foucault et d'autres. On peut remonter à Machiavel. Mais dans tous les cas, les techniques sont d'une certaine manière les mêmes. Par exemple, l'élection. Les régimes autoritaires qui durent le plus longtemps, comme par exemple le régime mexicain avec le Parti révolutionnaire mexicain, s'est maintenu au pouvoir des décennies et des décennies car il organisait des élections. Mais en préparant le terrain des élections pour qu'elles lui soient favorables. C'est-à-dire qu'il y a toute une ingénierie électorale qui est faite en amont, qui peut d'ailleurs passer souvent, et qui passe souvent par le droit, beaucoup plus que par la répression, c'est-à-dire par la mise en œuvre d'un arsenal législatif très sophistiqué qui finalement met en place un terrain de jeu qui est
Qui est biaisé et qui est tout le temps favorable à celui qui dirige, quoi. Exactement. Et donc ça, ce sont des techniques qui sont utilisées partout. On a aussi la technique du lawfare, Ça, il faut expliquer ce que c'est. dont aujourd'hui on entend beaucoup parler, c'est-à-dire... Mélenchon a repris ce terme-là en France. Ouais. Voilà, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire est instrumentalisé pour s'attaquer aux opposants. Et de la rupture. Donc voilà le premier aspect. Maintenant, par rapport à ça, nous avons tenu à aborder au deuxième point l'aspect qu'on appelle la sécurisation des élections. Et nous avons suivi au cours du mois de décembre une réunion qui a été organisée par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, semble-t-il, dans le cadre de ce qu'ils appellent le GAS. Je crois que c'est le groupement d'action stratégique. Et ils ont bien pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que l'élection de 2026 se déroule dans la paix, dans la quiétude, et que les Congolais puissent vivre en paix pour remplir correctement leurs devoirs civiques. Et là, nous devons signaler aussi, mais ça ne regarde pas ce groupe, nous devons signaler qu'à Rwanda, il avait dénoncé ce problème de la force publique qui vote avant. Parce qu'il faut qu'on revienne à un système qui fasse que la force publique vote au même moment que tout le reste de la population, comme ça se faisait avant. Là, on a trouvé fallacieux la raison qui consistait à dire qu'il fallait que les militaires votent avant. Pour que... Non, je crois qu'ils peuvent prendre les dispositions. Et ça, c'était toujours bien fait. Mais nous sommes au regret de constater qu'on ne veut pas avancer là-dessus, tout ça. Maintenant, par rapport à ça, lorsqu'il y a eu le réveillon d'armes, mais le chef d'état-major général de FAC a également reprécisé ce que je voulais dire en ce qui concerne les dispositions pratiques qui sont prises au niveau de la force publique pour que nous allions à une élection libre, apaisée, qui se déroule et qui permette aux uns et aux autres de voter. Maintenant, là où le problème apparaît, et nous devons le dire franchement, c'est lorsque nous avons suivi, je crois que c'est le 10 janvier, la déclaration du directeur général de la sécurité publique, où semble-t-il, il y a eu des aspects que nous avons considérés comme des menaces, comme de l'intimidation, et je crois qu'il faut qu'on revienne là-dessus, parce que ce n'est pas du tout normal que nous assistons à ça. Maintenant, ce que nous devons préciser s'agissant du directeur général de la sécurité publique, il est certainement dans son rôle, mais je trouve qu'il se trouve dans une situation délicate. Pourquoi? Mais parce qu'il est en même temps chargé de la sécurité du président de la République. Il est conseiller spécial du président de la République, donc il a un côté partisan et assurant la sécurité d'un des candidats. Il faut dire clairement qu'il est très mal placé. Il est dans une situation délicate qui ne lui permettrait pas de jouer un rôle neutre par rapport aux autres candidats. Et il ne faudrait pas que l'on puisse profiter de ce genre de position pour essayer de mettre les autres candidats en difficulté. Ce ne serait pas une très bonne chose et je crois qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Maintenant, le directeur général de la sécurité présidentielle a abordé un certain nombre de choses que nous allons aborder avant que nous ne rentrons dans l'interprétation de la loi. Parce qu'il a été clairement dit, l'un des mots-clés, c'est que c'est la force de loi qui serait appliquée sans état d'âme. Et c'est très grave parce que nous allons y venir. Maintenant, quand nous avons décrypté le message du directeur général de la sécurité publique, nous allons revenir sur quelques aspects de sa déclaration qui sont extrêmement importants et qui doivent être analysés sérieusement. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans une situation où la force publique, qui doit être apolitique, veut s'ingérer dans les aspects politiques. Monsieur le Premier ministre, acceptez de risquer de perdre des enfants. Ce sont les mots du chef d'état-major des armées devant le Congrès des maires de France. Ce n'était pas son rôle. D'ailleurs, le président de la République a semblé le contredire ce matin même. C'est la cacophonie au sommet de l'État. Vous abîmez les institutions, vous semez la confusion au sein du peuple, vous affaiblissez la parole de la France. Il est grand temps de rappeler l'ordre constitutionnel et républicain, de remettre chacun à sa place. Désigner un ennemi, annoncer un horizon de guerre, décider de l'entrée de la France dans un conflit ne sera jamais le rôle des autorités militaires. C'est aux représentants élus du peuple de débattre, de parler, de trancher. Dans un régime républicain, le pouvoir politique est toujours séparé du pouvoir militaire.
Depuis que la République s'est établie et consolidée dans notre pays, c'est le politique qui prime sur le militaire. Et c'est grâce à des solutions politiques que notre pays a surmonté toutes les grandes épreuves, l'affaire Dreyfus, les guerres mondiales, les guerres de décolonisation. Rappeler cette distinction, ce n'est pas s'en prendre à nos armées, tout au contraire, c'est les protéger. Car l'institution militaire ne peut se mêler de la controverse et de la décision politique sous peine de s'abîmer. Son rôle est simple, conseiller, obéir, servir. Rien de plus, rien de moins. Son silence est le prix de son intégrité. Monsieur le Premier ministre, la guerre n'a rien d'inéluctable, elle n'est jamais un destin. Préparer la guerre, la décider, la mener, plutôt que de préparer la paix, est un choix et une responsabilité strictement politique. Si vous la prenez, c'est à vous et à vous seul de l'expliquer, de l'assumer, d'en répondre. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser de vous cacher derrière les militaires, assumer vos responsabilités et vos choix? Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Maintenant, sur les aspects qu'il a abordés, je prends par exemple le premier aspect, que je considère comme une menace. Mais une menace inacceptable, parce qu'il y a dans ce pays des lois et règlements de la République. Il dit ceci: nous ne tolérerons pas qu'un individu ou un groupe d'individus, nous ne permettrons pas à un individu ou à un groupe d'individus de remettre en cause la paix chèrement acquise. Qui remet la paix en cause dans ce pays? Posons-nous la question, qui remet en cause la paix dans ce pays? Nous pouvons essayer de faire l'inventaire de ce qui se passe dans ce pays. La guerre du Poule, on peut voir, on peut analyser. Ce qui s'est passé le 5 juin 1997, on peut analyser. Les autres phénomènes, on peut aussi analyser. Qui constitue une menace de la paix dans ce pays, étant donné que les citoyens congolais, qui ne sont pas armés, se sont remis à la force publique pour assurer leur protection. Donc, c'est une question fondamentale. Et je crois qu'il faut qu'on ait un débat politique sur tous ces aspects pour que la clarification puisse être faite. Maintenant, il a évoqué un autre aspect. Un match se joue au stade et pas dans la rue. Mais en politique, lorsqu'il y a des manifestations, mais elles se passent sur des lieux publics, elles se passent dans la rue. S'il y a des manifestations qui sont autorisées, qui doivent se faire conformément aux lois et règlements de la République, mais c'est dans les espaces publics, c'est dans la rue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons faire maintenant nos manifestations dans nos maisons. Alors, je crois qu'il y a une clarification qu'il faut avoir et une bonne interprétation des lois. Je ne sais pas si la force publique a donné des nouvelles interprétations aux lois et règlements que nous connaissons. Mais je crois que là, il y a véritablement préoccupation. Et il faut que les acteurs politiques essaient de relever ça. Maintenant, le troisième aspect. Nous ne ferons qu'appliquer la force de la loi. Ça sera sans état d'âme. Alors, je pose la question à la force publique. Au Congo, la force publique n'attend que les élections pour appliquer la force de loi. De façon quotidienne, tout ce qui se passe en termes de vol, de détournement, où on en est avec la force de la loi? Où est-ce qu'on en est? Alors, il faut expliquer toutes ces choses aux Congolais, parce qu'on finit par ne rien comprendre. Et quand on dit qu'on va appliquer sans état d'âme, je tiens à rappeler à la force publique quelque chose qui nous fait mal. Et je vais essayer de prendre deux exemples. Le premier exemple que je vais prendre, c'est l'enlèvement d'Augustin Kalakala. Il n'était pas dans une manifestation dans la rue. On l'a enlevé une nuit chez lui. Pendant qu'on dormait, tout à coup, on entend dehors des gens qui commencent à casser la maison. Ils sont entrés, ils ont pris M. Kalakala et nous, et les deux enfants. On nous a mimettés, commencé à nous torturer, pointer les armes. Ils ont pillé la maison. Les téléphones, les appareils qu'ils voulaient, les cassettes, les photos. Ils avaient une voiture noire. Et la langue qu'ils parlaient, là, nous, on ne comprenait même pas ça. Ils étaient cagoulés, donc, c'est ça? Oui. Après, c'est la police qui arrive. Il y a eu des coups de feu, il y a eu l'affrontement. Après, ils sont partis au poste de police avec eux. Je ne sais pas comment ils se sont entendus là-bas. Après, vers 3 heures, ils sont partis avec lui. On ne sait pas là où il se trouve. Parce qu'il est sérieusement malade et il était sous traitement. On est vraiment inquiet pour ça. Lissa,
président coordonnateur du Conseil central du KDMJ, et votre humble serviteur n'ont pas eu la chance de passer sur votre chaîne parce que simplement ils n'ont pas eu l'opportunité d'être peut-être invités et peut-être les circonstances ne l'exigeaient pas du tout. Aujourd'hui, en raison de la densité de l'actualité et de l'importance que l'actualité politique nationale est en train de prendre, il était de bon aloi que nous intervenions sur votre antenne, peut-être pour essayer de clarifier un certain nombre de choses qui permettront effectivement à l'opinion et surtout à notre base d'être suffisamment édifiés aujourd'hui sur l'aventure politique dans laquelle nous sommes entraînés. Il a été enlevé. Et sa famille n'avait plus de ses nouvelles. Et quand il a réapparu, il était pratiquement demi-mort, jeté devant la morgue de Brazzaville. Il a pu avoir l'aide de quelques passants qui l'ont aidé à rejoindre chez lui. Mais vous savez ce qui est arrivé. Il en est mort. Aucune responsabilité n'a jamais été établie. Mais on sait qu'il a été enlevé par des gens encagoulés et armés. Et une enquête n'a jamais été faite pour qu'on nous dise que ça s'était passé en dehors de la force publique. Où en sommes-nous? Il faut que la force publique rassure les citoyens. Elle ne doit pas faire peur. L'une de ses missions essentielles et principales, c'est la protection des citoyens congolais, sans parti pris, en toute égalité. Le deuxième exemple que je prends, et vous avez vu qu'il a disparu des écrans, M. Lassib Witi, il a été enlevé un jour chez lui, à 9h du matin, par des gens encagoulés et armés. On l'a retrouvé au niveau de Madoukoutchekele. Et j'ai été peiné d'entendre les déclarations de certains membres du gouvernement sur la situation de Lassib Witi, pour qui nous avons eu l'occasion de suivre quelques vidéos, quelques témoignages, où elle a dit qu'on lui a arraché des dents avec des tenailles. Il a subi des piqûres, etc. Des traitements dégradants qui sont interdits par la loi. Et quand on y pense, on se dit, sérieusement, nous avons véritablement un problème. Mes chers compatriotes, Lassib Witi, président du parti de l'opposition Les Socialistes Congolais et candidat à l'élection présidentielle de mars 2026 en République du Congo, a été enlevé le dimanche dernier à Brazzaville par des hommes armés et cagoulés, quelques jours seulement après une tentative d'assassinat à son encontre. Nous sommes convaincus que c'est le régime dictatorial de Brazzaville qui l'a kidnappé, parce que ce n'est pas la première fois. Il a déjà été arrêté plusieurs fois et les gens qui se sont présentés à son domicile se sont présentés comme des policiers, alors que ces gens étaient cagoulés avec des armes de guerre et un véhicule sans immatriculation. C'est pour cela que nous parlons de kidnapping. Alors ce que nous comptons faire
pour qu'ils recouvrent la liberté, c'est de continuer la mobilisation et nous comptons pour cela, non pas seulement sur les membres des socialistes, mais aussi sur toute la population congolaise et notre diaspora. Les partis de l'opposition ont fait une déclaration ce jeudi pour condamner cet acte et réclament sans délai ni condition la libération de Lassy Mbwiti. Cet acte lâche et inqualifiable s'inscrit dans une inquiétante escalade de la terreur, des intimidations et des violations systématiques des droits humains que connaît actuellement la République du Congo. Il constitue une atteinte grave à la liberté individuelle en violation directe. 1. De l'article 9 de la Constitution du 25 octobre 2015. Nous exigeons la libération immédiate de Lassy Mbwiti. L'Organisation congolaise des droits de l'homme a lancé ce vendredi un appel urgent aux missions diplomatiques et aux organisations internationales. À ce jour, le gouvernement congolais reste silencieux face aux accusations portées par l'opposition. Nous avons véritablement un problème et il faut que ces choses-là soient. La pagaille ne sera pas tolérée. Pourquoi on tolère la pagaille au niveau des vols, des détournements, etc. Pourquoi on tolère la pagaille quand il s'agit de la disparition des 14 000 milliards? Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays, Hélène, les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Le franc CFA. Pourquoi on tolère cette pagaille quand il s'agit de la dissipation de près de 6 milliards chaque année en ce qui concerne les bourses? Pourquoi on tolère la pagaille lorsqu'il y a du désordre au trésor? Mais non, mais non. Il faut que nous acceptons. Il ne faut pas qu'on essaie d'orienter la force publique vers des règlements de compte, vers le ciblage d'un certain nombre d'acteurs politiques, parce qu'ils ne partagent pas le même point de vue que vous. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que l'administration doit être neutre. Et au plus que l'administration, la force publique doit être neutre. Et je crois qu'il faut que ça soit compris par tout le monde. Maintenant, quand on parle de pagaille, qu'a-t-on fait lorsqu'il devait Moigny, député de son État, a révélé que sous le président Pascal Lissouba, ils avaient organisé des groupes pour créer l'insécurité dans le pays? Et où est-ce qu'on en est avec l'enquête? Où est-ce qu'on est arrivé? Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Non. L'insécurité, là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous, on était des acteurs. Il faut le lui dire.
Ton petit frère a dit, lui il était acteur, toi tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba. Ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but. C'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. Je crois que en termes de loi, d'interprétation des lois, il faut que nous fassions tous l'effort pour qu'on en ait la même compréhension et surtout la même façon de l'application. Maintenant, alors ça m'a fait rigoler. Franchement, ça m'a fait rigoler. Le Congo est un pays vraiment exceptionnel. Quand j'ai écouté ceci, ceux qui veulent organiser les meetings, il faut qu'on les fasse dans nos parcelles. Un meeting dans une parcelle. C'est quoi cette histoire? Quel est le problème que ça pose au Congo? Il y a des espaces publics. Il y a des demandes qui doivent être formulées à l'autorité. Et une fois que la demande est acceptée, la force publique doit assurer la sécurité. Quel est le problème que la force publique a maintenant? Pourquoi on veut empêcher aux acteurs politiques de faire? Mais c'est pas dans les parcelles que les meetings se font. Alors on parle, si on fait du bruit, des nuisances sonores. Mais pourquoi vous ne réglez pas le problème des nuisances sonores avec toutes ces églises de réveil qu'on a à travers le pays? Les Congolais sont dérangés. Ah, parce qu'ils ne se sont pas plaints. C'est au niveau des hommes politiques qu'on va faire des meetings dans une parcelle au Congo, c'est 20 mètres sur 20, 400 mètres carrés. Lorsqu'on a la chance, elle peut être plus grande. Mais quel est l'espace qui va permettre d'accueillir des grands meetings si on devait faire des meetings? Ça veut dire quoi exactement? Ça sort de quelle loi? Quelles sont ces lois? Est-ce que ce sont des lois qui ont été adoptées récemment par l'Assemblée nationale et que les Congolais n'en sont pas informés? Meeting dans les parcelles. Mais de qui se moque-t-on? Alors, on croit maintenant, puisque vous voulez menacer les Congolais, c'est tellement pour les tuer. Mais vous allez nous tuer. Vous allez nous tuer. Et je rappelle à la force publique dans ce pays que le président Marien Ngouabi a été assassiné un 18 mars 1977 à 14h30. Il faut qu'on le retienne. Le président de la République. Alors, je crois que quand on parle de ces choses-là, de ces choses sérieuses, il y a déjà des lois et règlements qui existent. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles qui sont créées et si elles ont été créées au niveau de la direction générale de la sécurité présidentielle, qui de surcroît, dont le directeur général est conseiller spécial du président de la République. S'il y a des nouvelles lois, donnez-les nous. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des agendas cachés. Les Congolais sont fatigués. Et je rappelle à la force publique que la guerre du 5 juin 1997 aura provoqué la mort, d'après M. Éric Dénessé, un analyste politique qui est mort, de près de 400 000 personnes. Les Congolais ne veulent plus vivre ça. Les Congolais ne veulent plus vivre la guerre du poule. Les Congolais, ils veulent de la paix, dans la misère, mais dans la paix. Alors, on dit nuisance, et si vous dérangez les voisins, donc vous organisez les meetings dans les parcelles, et si vous dérangez les voisins, on doit venir vous arrêter chez vous. Violation de domicile. Alors, on parle de la force de loi. Mais c'est quoi? C'est quel État? Le président Sassou veut créer quel État? C'est quel État ça? C'est quelle loi? Elles sortent d'où ces lois? La violation du domicile. Le domicile n'est plus sacré. On va permettre comme ça aux gens encagoulés de venir vous enlever. C'est quoi? On va vers où? Quelle est la situation réelle? Alors, c'est là que j'ai compris l'objectif essentiel de ce qui se passe au niveau de la force publique. C'est le ciblage de l'arrestation des opposants, de ceux qui ne sont pas en harmonie, qui ne parlent pas le même langage et qui estiment que le pouvoir actuel a plongé le pays dans la crise, dans la misère, les Congolais dans la souffrance, et que malgré tout, il veut coûte que coûte conserver le pouvoir. Mais la force publique doit être apolitique et neutre. Elle ne doit pas choisir de camp.
Elle doit assurer notre protection, mais elle ne doit pas créer l'insécurité des Congolais. C'est véritablement inacceptable. Alors, quand j'ai suivi aussi un dernier aspect qui m'a fait sourire, je ne sais pas dans quelle loi ça a été tiré. Si tu boudes, boude en silence. Boude au fond de ton cœur. Boude dans ton cœur. C'est quoi cette histoire? Mais que fait-on de la liberté d'expression? Que fait-on de la liberté de manifestation? Que fait-on? Alors, je crois qu'il y a véritablement un problème. Et je crois que ce qui se passe dans ce pays dénote clairement qu'il y a un agenda caché. Et il faut que nous nous efforçons à ce que nous soyons en harmonie. Je regrette fortement que les gouverneurs actuels n'aient jamais voulu organiser la tenue d'un dialogue, d'un conseil national de dialogue qui aurait permis certainement d'aborder toutes ces questions et d'aller de l'avant. Mais je ne me reconnais pas. Je souhaite que la force publique qui a eu ce langage mette à notre disposition, nous les acteurs politiques, les textes de loi relatifs à tout ce qui a été dit. Parce que nous ne nous reconnaissons pas là-dedans. Nous ne nous reconnaissons pas là-dedans. Ce que nous avons compris, c'est qu'on veut intimider les opposants. On veut intimider les opposants. On veut les cibler pour les mettre en arrestation. Parce qu'on estime que quand il y a des voix discordantes qui s'élèvent, ben on est dérangé. Le pouvoir, on l'a pour l'éternité, etc. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose. Et il faut, à notre avis, que les dirigeants prennent conscience que les Congolais ont besoin de la paix. Maintenant, une fois que j'ai fait un peu ce tour d'horizon sur la déclaration du directeur général de la sécurité présidentielle, au troisième point, je me suis posé la question, mais que dit exactement la loi? Que dit exactement la loi? J'ai la Constitution et je vais prendre le premier article de la Constitution que je vais prendre. Je vais prendre l'article 205. L'article 205 de la Constitution qui dit clairement ceci. La force publique est apolitique parce que nous sentons qu'elle est partisane. Et lorsqu'on est chargé de la sécurité d'un candidat, il ne faut pas qu'on prenne les dispositions pour porter atteinte aux autres candidats. La force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. La force publique est subordonnée à l'autorité civile. C'est la Constitution du 25 octobre 2005. Voilà le premier aspect. Et nous avons là un problème puisque nous avons un débat qui est introduit un débat hautement politique qui est introduit par la force publique. Et la force publique est apolitique. Comment nous allons continuer à avancer dans ce débat? Parce qu'il aurait été souhaitable que des débats sérieux soient organisés autour de cette question. Maintenant, je vais prendre un autre article de notre Constitution, qui est l'article 1er. L'article 1er de notre Constitution. Article 1er. La République du Congo est un État de droit. La République du Congo est un État de droit. Souverain, unitaire et indivisible, décentralisé et démocratique. Et je crois que lorsqu'on parle de l'État de droit, on parle d'un système qui s'oppose à l'arbitraire. On parle d'un système qui se repose sur la transparence, sur l'égalité devant la loi. On parle d'un système dans lequel il y a la séparation des pouvoirs. Alors, quand j'ai suivi, je me suis posé la question. Ce que j'entends, est-ce que c'est par rapport à la Constitution, par rapport à des lois existantes, où ça sort? Et quand je prends cet article premier, il se termine sur un aspect. La République du Congo est en fait un État démocratique. Et je rappelle ce que le président Laurent Gbagbo a dit. La démocratie, c'est le respect des textes. À commencer par la plus haute
des normes en droit qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Donc, je crois. Maintenant, après avoir parlé de l'article 1, je vais essayer de faire des commentaires sur l'article 22. L'article 22 dit exactement ceci. Tout citoyen a le droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Maintenant qu'on nous réduit à faire les meetings dans les parcelles, est-ce que nous avons le droit de circuler sur toute l'étendue du territoire national? Il faut que les réponses nous soient données. Après avoir vu l'article 22, je passe à l'article 25. L'article 25 dit ceci. Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication, elle s'exerce dans le respect de la loi. La censure est prohibée. C'est très important. Nous avons l'article 27 qui dit ceci. L'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Donc les cortèges et les manifestations, nous sommes maintenant astreints à les faire dans nos parcelles. Avec la menace, l'épée de Damoclès qui pèsera sur nous, que si les voisins se plaignent de ce qu'il y a des nuisances sonores qui les gênent, on viendra vous arrêter dans votre... C'est ça la nouvelle loi. C'est quelle loi? C'est quelle loi ça? Qu'on nous donne les références de toutes ces lois. Et je crois qu'il faut que nous suivions. Maintenant, je passe et je fais un commentaire sur l'article 50 de cette même Constitution. L'article 50 dit ceci. Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations envers l'État et la société. Je crois que pour qu'on se comprenne sur tous ces aspects, il est bon que le ministère de l'Intérieur prenne des dispositions pour mettre entre les mains des acteurs politiques les textes des lois qui concernent les acteurs politiques en ce qui concerne l'activité politique, en ce qui concerne les réunions, les manifestations, et qu'on nous dise exactement pour que nous ayons le même langage. Parce que si chacun sort avec sa loi, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Et je crois que c'est véritablement dommage qu'on puisse en arriver là. Maintenant, après avoir passé cette analyse, je passe au point suivant. La force de loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Et je vais essayer d'en faire un tableau à travers ce que nous vivons dans le pays. Le premier aspect que je vais aborder, sur lequel je suis déjà revenu, et je ne cesserai pas de revenir là-dessus. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et lorsqu'on prend la loi sur les partis politiques, notamment la loi 2017, du 12 mai 2017, lorsqu'on prend l'article 31, il est dit clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné et procède à la fermeture provisoire de ces locaux. Et c'est là que le débat devient intéressant. Parce que depuis 22 ans, 23 ans, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et ce que nous voulons, c'est la force de la loi, qui doit être appliquée, semble-t-il, sans état d'âme. Et si on applique cette loi, votée par un parlement majoritairement composé par des éléments du PCT, le PCT doit être suspendu. Et pourquoi il ne l'est pas? Mais où est la force de la loi? Qui doit appliquer la notion de la force de la loi? Et aujourd'hui, je dis que le PCT aurait dû être suspendu. Et il doit être suspendu, puisqu'il s'agit du débat sur la force de la loi. Et il faut que l'on essaye d'avancer et que l'on aborde sérieusement un certain nombre de problèmes. C'est très intéressant qu'il faut aborder tous ces problèmes. L'autre aspect que j'aborde, la situation du président de la République.
Je l'aborde, ce n'est pas un manque de respect. Je l'aborde à travers la lecture que je me fais de la Constitution. Et vous savez dans quelles conditions nous avons procédé au changement de Constitution. Dans la douleur, avec une société qui était divisée en deux, avec une interprétation, notamment cette lettre du président de la République au président de la Cour constitutionnelle qui demandait, je crois, que l'alinéa 3 de l'article 117 puisse être interprété. Et l'interprétation faisait apparaître que le président de la République pouvait procéder à la consultation du peuple pour faire évoluer les institutions. Mais en fait, pour faire évoluer les institutions, on n'avait pas besoin de changer on n'avait pas besoin de changer de constitution. Et nous avons compris pourquoi on a changé de constitution. Maintenant, quand on regarde ces aspects, je le dis, c'est un constat que je fais. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. En français facile, je dirais que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Je n'oserais pas faire une offense au chef de l'État. Et ce que je dis, c'est par rapport à la lecture et à l'interprétation que je me fais. Et j'ai suffisamment abordé cette question que je n'y reviendrai pas. Mais j'insisterai sur un point, puisque le président a été élevé à la très grande dignité politique de très grands camarades, etc. Et il a été reconduit comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. Mais l'alinéa 2 de l'article 80 dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Que faisons-nous? Et quand j'approfondis l'analyse sur ces questions, j'arrive à la déduction que le président de la République n'a pas respecté le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution. La question que je me pose, puisque la force publique s'intéresse à ce débat, dans ce cas, que faisons-nous? Nous sommes dans la situation où le parti au pouvoir n'est pas en conformité avec la loi. Nous sommes dans la situation où le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Et nous avons la force publique qui nous dit qu'elle appliquera la loi sans état d'âme. Alors, que faisons-nous? Quelle est la réponse que la force publique nous donne? Je crois que les Congolais sont intéressés à savoir et à avoir une visibilité sur la réponse qui devrait être donnée sur cette question. Je crois qu'on est très intéressés là-dessus. Maintenant, au-delà de ça, j'évoque un autre aspect. Et c'est l'application de la loi sur les partis politiques. En se basant principalement sur les articles 11 et 26 de la loi que j'ai citée, c'est-à-dire la loi 2017 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques. On a constaté quoi? On a constaté que la loi n'est pas respectée et que le ministre de l'Intérieur a signé des arrêtés à l'instar de l'arrêté 1726/MID/CAB du 30 juin 2025, où on a reconnu des partis qui ne sont pas conformes à la loi. On fait comment? Quand on dit qu'il faut qu'on soit dans le respect de la loi, qui doit respecter la loi? Parce que là, je vous donne la démonstration que les gouvernants ne sont pas en conformité avec la loi. Que faisons-nous? Que faisons-nous lorsqu'on a une situation comme celle qui est créée au niveau du ministère de l'Intérieur, où l'arrêté a été pris pour l'année 2025. Nous sommes en 2026, je crois que l'année est terminée. Là, je suppose que tout le monde est au point zéro. Il faut maintenant sortir l'arrêté pour l'année 2026. Mais je rappelle que lorsqu'on veut appliquer la loi sans état d'âme, le ministre de l'Intérieur doit prendre la responsabilité de suspendre le Parti congolais du travail, même s'il est membre du bureau politique de ce parti. Et s'il ne le fait pas, le président de la République, j'exhorte le président de la République à rappeler le ministre de l'Intérieur à l'ordre et que cette décision puisse être prise pour que nous sentons que nous sommes dans un état de droit, que nous sommes dans un état démocratique et qu'on a un terrible respect des lois et règlements de la République. L'autre aspect que je vais aborder s'agissant
justement de l'application sans état d'âme de la force de la loi. Mais c'est la protection des responsables des scandales et crimes économiques et financiers, sur lesquels je ne reviendrai pas puisqu'ils sont connus. Et s'il y a une structure qui connaît mieux la situation des scandales et crimes économiques et financiers, c'est bien la force publique. C'est bien la force publique. Mais pourquoi on les protège alors qu'ils ont enfoncé le pays dans la crise et dans le chaos, alors qu'ils ont plongé les Congolais dans la souffrance et dans la misère? D'autant que le président a dit, dans son message sur l'état de la nation, en 2018, je crois, que face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni gros poissons, ni menu fretin. Tout passera dans la menace du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Voilà là où nous voulons qu'il y ait la force de la loi. Et je pense que si on agissait sur ce secteur avec les scandales que l'on connaît, certainement qu'on résoudrait le problème de la misère, de la situation dramatique que beaucoup de Congolais vivent dans la souffrance et dans la misère. Et je crois que c'est extrêmement important. L'autre point que je vais évoquer, mais je ne vais pas être long là-dessus, parce que je ne veux pas rentrer dans la polémique. La situation qui vient de se passer au Poul, où semble-t-il il y a eu affrontement. Et j'ai suivi le communiqué qui a été fait par le préfet directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, où semble-t-il il y a eu une réunion s'agissant des problèmes de paix. Alors moi, je me pose une question. Dans cette région, on a connu les problèmes de terroristes, on a connu les problèmes d'accords de paix, on a connu des problèmes de ramassage d'armes, etc. Mais l'affrontement qui a eu lieu a bien eu lieu entre la Direction générale de la sécurité présidentielle et d'autres personnes armées. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Est-ce le résultat de l'accord de paix? Est-ce des bandes armées? Est-ce une milice? Par qui a-t-elle été autorisée? Et quand je prends la Constitution ici, je vais aller à l'article 207 au niveau de la Constitution de notre pays. L'article 207 dit exactement ceci. La création des milices est un crime puni par la loi. Lorsqu'il y a l'affrontement qu'il y a, lorsqu'il y a le bilan que nous connaissons, la question que nous posons est claire. La question que nous posons est claire. Comment expliquer ces affrontements armés? Existe-t-il des milices au Congo? L'opération de ramassage d'armes a-t-elle eu lieu? Y a-t-il eu l'autorisation de création ou de constitution de milices? Que se passe-t-il exactement? Il faut que les Congolais soient édifiés là-dessus. Parce que même quand j'ai suivi le communiqué fait par le ministère de l'Intérieur, on n'aborde pas la question au fond. Mais les Congolais veulent que cette question du Poul soit abordée au fond et qu'on y apporte une solution structurelle, fondamentale et radicale. Il y a assez de morts. Quand on prend ces événements qui ont commencé le 4 avril 2016, qui ont duré jusqu'à la signature de l'accord, on peut en faire le bilan en termes de perte de vies humaines, en termes... Non, mais on ne peut pas continuer à faire ça. Est-ce qu'il existe des bandes armées au Congo? Est-ce qu'il existe l'autorisation de création des milices? C'est toutes ces questions que les Congolais... Nous voulons comprendre ces questions avant d'avoir une position. Chaque fois que nous perdons un Congolais, ça doit nous faire mal. Et nous devons prendre l'engagement de ne plus en perdre. Nous devons prendre l'engagement de ne plus en perdre. Maintenant, pour terminer un peu sur cet inventaire au niveau de la force de loi, je pose une question simple. Le Conseil national de dialogue a été institué par les articles 227 et 228, défini comme organe de concertation, d'apaisement
et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation. Qu'on m'explique pourquoi ce conseil n'a jamais été formellement mis en place, puisqu'on veut jouer sur la force, on veut se reposer, se fonder sur la force de la loi. Pourquoi ce conseil n'a jamais été formellement mis en place? Et quand vous voyez bien dans les attributions de ce conseil, il y a bien le mot apaisement. Et je suis surpris qu'on puisse aller à une élection présidentielle sans que ce conseil ne se soit réuni plusieurs fois pour préparer les conditions permissives de la tenue d'une élection, justement, dans la paix, dans la quiétude, dans la sérénité. Et je dirais même pour préparer les conditions d'une élection véritablement apaisée. Et là, pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi le Conseil national des dialogues n'a jamais été formellement mis en place? Et les Congolais, les voix se sont élevées. Nous autres, à une époque, on avait souhaité voir les États généraux de la nation se réunir. Et bon, on n'a jamais eu de réponse. Nous avons écrit au président de la République, lorsque j'ai été président de la Fédération de l'opposition congolaise, pour l'exhorter à prendre les dispositions pour que l'on aille vers la tenue d'un dialogue. Évidemment, dans notre document, nous avions également demandé que des mesures d'apaisement soient prises, notamment avec le problème de la libération des prisonniers politiques, principalement Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Sadissa. Et pourquoi ce dialogue ne s'est jamais tenu? Pourquoi depuis 2015 jusqu'à maintenant, en près de 10 ans, cette institution n'a jamais été mise en place, alors que ça devait être la première institution qui devait être mise en place. Donc voilà, chers téléspectateurs, l'appréciation que nous faisons. Et nous allons aller à la conclusion. Et pour la conclusion, nous allons faire un constat clair. Il y a des tensions dans le pays. Existe-t-il des agendas cachés? Les Congolais n'en veulent pas. Les Congolais qui sont déjà dans la misère souhaitent vivre dans la paix. Quand j'ai vu sur les vidéos, les images de nos compatriotes à Mindouli commencer à aller gravir les montagnes, ça m'a fait terriblement mal. Je me suis posé la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand dans ce pays, il va y avoir la confrontation de deux visions? La vision de ceux qui partagent le droit de la force et la vision de ceux qui, comme moi, soutiennent la force du droit. Et lorsqu'on soutient la force du droit, on doit se battre pour le respect des lois et règlements de la République, particulièrement la Constitution. Je tiens quand même à rappeler un certain nombre de déclarations du président de la République. J'aime à les rappeler lorsqu'il était opposant en 1992, lorsqu'il dit cependant est vrai le fait que je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, nous ne pourrions accepter que soient organisées des élections hors la loi. Mais je dois rappeler à l'attention des téléspectateurs que la seule élection crédible qui a été organisée dans ce pays de façon apaisée, qui n'a pas connu de contestation, c'est l'élection qui a eu lieu en 1992 et qui a vu le président Pascal Lissouba être élu président de la République. Toutes les autres élections ont été organisées dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. La responsabilité pour moi en revient principalement au gouvernement. Et je dois dire et rappeler que dans son message sur l'état de la nation 2023, le président de la République a indiqué clairement que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. D'où vient que le Congo a choisi maintenant le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité? Et moi, je vais terminer justement sur un article de la Constitution. C'est l'article 15 de la Constitution
qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi, ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé des actes. Je crois que c'est connu de tout le monde. Et cette protection de l'État, nous devons la bénéficier à travers notre force publique, qui doit être très proche des citoyens et qui ne doit pas se lancer dans une démarche de menace, d'intimidation, de peur, de recherche à ce que les gens se taisent. Bien au contraire, les Congolais doivent s'exprimer librement et faire en sorte qu'ils fassent évoluer la démocratie. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que je termine cette émission de ce jour, en espérant que nous allons nous retrouver le samedi 24 janvier et que nous aurons un très bon thème à développer. Et j'ose espérer que vous serez heureux de suivre ces différentes émissions. Encore une fois, merci. Et je vous dirai que je vous remercie pour votre aimable attention. À bientôt.